Bonsoir. Mais c'est pas mal. On est nombreux. Avant tout ça, je faisais des soirées comme ça. C'était rempli de 700, 800, 900 personnes. On n'aurait pas pu les rentrer. Mais ce soir, donc, pour Paul Éluard, entre nous, et je vois que vous avez déjà prévu des accessoires, on va faire une soirée gala, lettre à gala, à toute épreuve. Ma petite fille chérie, Maya Daragaya, ma belle, mon adorée, Gala, mon Dorogoy, m'a tout aimé depuis toujours, pour toujours, mon petit adoré, ma pauvre petite fille, ma belle petite fille, ma belle aimée, ma belle petite fille, ma très chère, ma belle petite fille, mon cher amour, mon doux amour, ma belle petite Dorogaya, ma douce petite chérie, ma petite fille chérie, ma chère petite fille, ma petite chère, ma belle petite fille chérie, ma chère belle, ma Gala, ma Gala de toujours, ma bien-aimée Gala, ma sœur, mon amie, mon amante, ma Gala étincelante, ma douce chérie, ma belle Gala, ma petite fille chérie, ma belle petite Galochka, mon enfant adoré, mon très beau corps, mon très beau nom, mon amour de toujours. Les premiers mots des lettres de Paul Éluard à Gala, rencontré dans un sanatorium près de Davos, et ils avaient 17 ans. C'était avant la guerre 14. Chanson pour Gala. Ma chère, ma belle aimée, il y aurait une belle chanson à faire. Je n'aime pas, je n'aime plus les femmes, je les déteste, je n'ai jamais aimé que Gala. Si je nie les autres femmes, c'est pour affirmer cela, que je n'ai jamais trouvé une femme à part Gala, pour me donner un peu envie de vivre et beaucoup envie de me tuer. La toute petite part de bonheur qu'elle m'a donnée était tellement pure qu'il a fallu la retirer d'une immense mine noire où on n'a jamais rien trouvé d'autre. D'une immense mine de malheur comme un énorme poing menaçant, refermé sur un tout petit diamant de rien du tout, mais qui rend aveugle celui qui a l'audace d'ouvrir la main épouvantable. Je hais toutes les femmes, je hais les antidotes, les nuages plus beaux que des oiseaux-mouches, tous les plafonds, toutes les prisons. Je hais l'amour, j'aime Gala, Paul. La toute petite part de bonheur qu'elle m'a donnée était tellement pure qu'il a fallu la retirer d'une immense mine noire. Première lettre. Ma belle, ma chère belle, mon cher amour, Mara Daragaya. J'envoie vite cette lettre, je te baise partout, Paul, je n'ai jamais pensé qu'à toi, toutes les minutes de ton absence. Mara Daragaya, tu dois arriver à Leningrad ou être arrivé. Moi, je suis rue Clausel. Il est 6 heures du matin, je n'ai pas dormi, je suis abruti et triste. Hier soir, chez Breton, je me suis battu avec Max Ernst, le porc, ou plutôt, il m'a frappé brusquement assez fort sur l'œil. J'ai perdu la vue et tapé au hasard. Déjà soif, incroyable. C'est les soirs de gala, c'est terrible. Je n'ai pas dormi. Je suis abruti et triste. Hier soir, chez Breton, je me suis battu avec Max Ernst. Une idée me traversait l'esprit, c'est qu'il faut dire que Max Ernst n'est pas vraiment là, le copain de Paul Éluard, parce qu'il lui a dérobé Gala.
Est-ce que c'est une facétie dadaïste? Max Ernst, le porc, ou plutôt il m'a frappé brusquement, assez fort, sur l'œil. J'ai perdu la vue et tapé au hasard. Marie-Berthe m'avait soudain et sans raison tenu des propos agressifs. Max lui avait répété dans une scène avec elle qu'elle n'était pas une femme dans mon genre. Sick. J'ai d'abord engueulé la dame, puis trouvant que le monsieur abusait de moi, j'ai trouvé la solution de le traiter de menteur et que je me fâchais avec lui. En le traitant de menteur, en outre, je voulais qu'il répare sa goujaterie, ses saletés. Et est venu le coup bien visé qui paralyse n'importe qui. Mon meilleur ami m'aura frappé, défiguré. Mon ami, ce n'est pas assez de le dire. Tu le sais, voilà pourquoi monsieur le porc fait de la boxe. Parmi tous mes ennemis, ça va en être un soulagement. Il a osé ce qu'on n'osait pas, me frapper et impunément. Je ne pourrais pas aller au ventre ni rien faire pendant 8 jours. Mon œil est dégoûtant, mais ce n'est pas grave. Mais enfin, tout cela est calme pour moi. Je ne reverrai pas Max, jamais. Toi, tu feras ce que tu voudras. J'ai été atteint partout. Je suis affreusement triste, abandonné. Je pense au porc Verlaine, tirant sur Rimbaud, le blessant. Entre Max et moi, quel misérable argument. Un coup de poing sur l'œil, bien fichu. Argument de boxeur sur le plan surhumain où je nous croyais. Peut-être cette lettre, parce que c'est une des premières sur laquelle on tombe, qu'elle nous donne l'explication. N'essayons pas de comprendre ce qu'elle contient et peut-être il nous manque des éléments, cette histoire contre Max Ernst qui ne va pas s'arranger. Je peux déjà vous le révéler. Elle révèle peut-être surtout l'état d'esprit effervescent au sortir de la guerre, ou même bien après. Au sortir de la guerre, Éluard retrouve les dadaïstes, se rejoint en quelque sorte ce premier groupe autour de André Breton et quelques autres, dont Max Ernst. Et les objectifs sont parfois très extrêmes. Révolutionner totalement la poésie, détruire la littérature, dit Breton en donnant un ordre littéral à Paul Éluard. Détruire l'usage beau des mots. Éluard peut-être garde en lui cette recherche de défendre le langage. Nous, on est très curieux de plonger dans les lettres, on comprendra après. Je mettrai des lunettes noires, tout va bien chez nous, envoie-moi ton adresse bien calligraphiée, sans rien oublier, ni ton nom, ni autre chose. 29 mai 1927. Je sais pourquoi on est déjà en 27, c'est parce qu'on va vers 29, en fait, l'époque où a été réalisé le travail, le premier jet de À toute épreuve, la première écriture entre Miro et Éluard. Ma belle, mon adorée, je m'ennuie de toi à mourir, tout est vide. Je n'ai que tes vêtements à embrasser, ton corps, tes yeux, ta bouche, toute ta présence me manque. Tu es la seule, je t'aime de toute éternité. Toutes les détresses que j'ai subies ne sont rien. Mon amour, notre amour les brûle. Quand tu reviendras, je veux te parer merveilleusement. Donne-moi la taille pour les pyjamas. Je veux pour toi tout ce qu'il est possible d'avoir, tout ce qu'il y a de plus beau. Reste le moins longtemps possible absente. Reviens vite. Sans toi, je ne suis plus rien. Tous les autres désirs, je les réalise en rêve. Le désir que j'ai de toi, je le réalise dans la réalité. Il absout la réalité. Gala, mon Dorogoy, m'a tout aimé depuis toujours. Pour toujours, reviens le plus vite possible. Rien ne vaut que nous nous privions ainsi l'un de l'autre. Ici, tout va bien, malgré ma tristesse. Nous ne sommes pas en état d'analyser s'il s'agit d'amour fou ou là d'une réparation. Suite à ces blessures, ils s'aiment comme des fous. Oh oui, la suite va nous le prouver. Pause, poème, que je prends parmi les poèmes qu'on a retrouvés avec le stock de lettres que Gala avait gardé de Paul Éluard, malgré les recommandations de Paul qui lui a dit « ce genre de courrier, on sait ce que ça donne, après d'autres s'en emparent, brûle-le tout de suite, fais disparaître ces choses qui, entre nous, sont très intimes. » Enfin,
vous le verrez. Sans rancune. C'est dans le recueil Mourir de ne pas mourir. Breton fait une injonction à Éluard, il dit détruis ce que tu vas écrire. Soyons pour la destruction, la ruine. Ne publie pas. Et l'audace, c'est la provocation suffisante pour refuser ça. Éluard, en étant 24, part brusquement, sans avoir annoncé à personne, faire un tour du monde sur un bateau. Et quelques jours après son départ, mystérieux, est publié « Mourir de ne pas mourir ». Poème sans rancune. Larmes des yeux, larmes des yeux, les malheurs des malheureux, malheurs sans intérêt et larmes sans couleur. Il ne demande rien, il n'est pas insensible, il est triste en prison et triste s'il est libre. Il fait un triste temps, il fait une nuit noire, à ne pas mettre un aveugle dehors. Les forts sont assis, les faibles tiennent le pouvoir, et le roi est debout près de la reine assise. Sourire et soupir des injures pourrissent dans la bouche des muets et dans les yeux des lâches. Ne prenez rien, ceci brûle, cela flambe, vos mains sont faites pour vos poches et vos fronts. Une ombre, toute l'infortune du monde, et mon amour dessus comme une bête nue. Une ombre, toute l'infortune du monde, et mon amour dessus comme une bête nue. On sent que le thème essentiel, vital de la poésie d'Éluard sera l'amour. La grande force révolutionnaire, c'est l'amour. Et on continue un peu les lettres. Ouvrons à la page 32, la lettre 14. Aubonne, avril 28, mon cher amour, mon doux amour, je suis encore couché aujourd'hui. Je viens de faire un rêve merveilleux, un de ces rêves de jour où les émotions physiques vous laissent au réveil toute la part du désir, et le désir qu'entraîne ensuite éveillé ressemble tellement au plaisir du rêve. J'étais étendu sur un lit à côté d'un homme que je ne suis pas sûr d'identifier, mais un homme soumis, rêveur depuis toujours et pour toujours et silencieux. Je lui tourne le dos et tu viens t'allonger contre moi, énamouré, et tu me baises les lèvres doucement, très doucement, et je caresse sous ta robe tes seins fluides et si vivants, et tout doucement, ta main par-dessus moi va chercher l'autre personnage et s'impose à son sexe. Je vois cela dans tes yeux qui se troublent lentement de plus en plus. Et ton baiser devient plus chaud, plus humide, et tes yeux s'ouvrent de plus en plus. La vie de l'autre passe en toi, et bientôt, c'est comme si tu branlais un mort. Je m'éveille, grisé légèrement, incapable de renoncer à ce plaisir. Il faut avouer que le retour à Arosa ne m'apparaît pas triste et que ce n'est d'ailleurs pas un retour à Arosa, leur lieu, leur domaine, mais un retour à toi, par conséquent, à mon amour. Par conséquent, je n'ai qu'une envie, te voir, te toucher, te baiser, te parler, t'admirer, te caresser, t'adorer, te regarder. Je t'aime toi seulement, la plus belle, et dans toutes les femmes, je ne trouve que toi, toute la femme, tout mon amour, si grand, si simple. Fantôme de ta nudité, fantôme, enfant de ta simplicité, dompteur puéril, sommeil charnel de libertés imaginaires, dans à toute épreuve, fantôme de ta nudité, fantôme, enfant de ta simplicité, dompteur puéril, sommeil charnel de libertés imaginaires. Ma chère belle,
je suis vraiment heureux de tes 2 longues lettres sur ton beau papier. Mars 1929, on approche de la période qui nous intéresse. Ils ont eu Cécile, leur fille, au sortir de la guerre. Éluard a été mobilisé puis blessé. Et puis, il n'est pas forcément bienveillant, lui qui a passé au moins 2-3 années en sanatorium. Cécile a dû naître dans ces années-là, des années 20, 19 peut-être. Ma chère belle, je suis vraiment heureux de tes 2 longues lettres sur ton beau papier. J'ai passé la journée d'hier et cette matinée à Montlignon dans une atmosphère poussiéreuse et médiocre, mais j'ai longtemps dormi. Il y avait de la famille, Albert à moitié crevé, Clémence, René, moins mal que les autres, et ma mère un peu agitée, mais avec laquelle j'ai été convenable. Cécile, très belle et très gentille, très sentimentale avec moi. Les soirées précédentes avaient été agitées, mais sans toi, je n'ai pas mes vers de couleur, mes vers d'émeraude et de feu, d'amour. Et je n'ai recueilli de tout cela qu'un désenchantement incroyable, une peine à se tuer. La beauté n'arrive pas, n'est jamais arrivée à faire mon affaire. Sans l'amour, tout est toujours perdu, 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 ignoble, plein d'accros et de poisons fades et ignobles. Il n'y a pas de vie, il n'y a que l'amour. Je tenterai d'aller à Berlin. Je verrai cette femme avec qui je peux à peine parler. Peut-être me ranimera-t-elle, me donnera-t-elle la force de la considérer autrement que comme un pantin, que comme une statue. Nous, là, on s'est mis dans un courrier qui ne nous regarde peut-être pas, mais tant pis. Le pas est fait, franchissons-le, oui. Qui est cette femme rencontrée dans le train? La petite note nous dit qu'il faut aller voir dans la lettre précédente. J'ai fait dans le train la connaissance d'une Berlinoise au visage d'indienne. Paul. Parle anglais, m'a donné son adresse. Si je ne vois rien à Paris, j'ai très envie d'aller à Berlin. Ils ont quand même une vie assez libre. Assez libre. Mais bien entendu, si tu n'y vois aucun... J'ai très envie d'aller à Berlin pour 3 jours, mais bien entendu, si tu n'y vois aucun inconvénient, si tu ne t'ennuies pas trop, si tu n'as pas l'impression d'être délaissé, etc., etc. Moi, ça ne me regarde pas. Alors peut-être me ranimera-t-elle, me donnera-t-elle la force de la considérer autrement que comme un pantin, que comme une statue. Je tente encore ceci pour être ensuite fixé, pour ne plus jamais m'égarer. On ne devait pas en parler, mais j'ai l'impression que peut-être il essaie de rattraper Gala. Peut-être il essaie de la rendre jalouse. Peut-être, je ne sais pas. Aidez-moi. C'est vraiment ce qu'on est en train de chercher ensemble. Je tente. Ma petite Gala, je t'aime infiniment. Je ne crois pas à la vie, je ne crois qu'en toi. Ah oui. Cet univers qui est le mien et qui se mêle à la mort ne peut y pénétrer qu'avec toi. C'est entre tes bras que je suis, c'est entre tes yeux, entre tes seins, entre tes jambes que je suis appelé, que je ne m'éteindrai jamais. Le reste, c'est une grande misère qui ne rêve que de s'écrouler, qui a tout à craindre de moi. Je suis effroyablement triste, confondu. Je n'irai pas ce soir au rendez-vous que m'ont fixé la beauté, la grâce, la jeunesse, la Suède. L'amour est à arrosage. En tout cas, si tu vois un inconvénient à ce que j'aille à Berlin, tu peux me le dire par lettre exprès ou par télégramme. Je partirai jeudi. Le train pour Berlin est mieux à midi. Ne crains pas d'être exigeante. De toute façon, je redoute ce voyage. J'espère et je crains, et j'ai surtout peur de me croire mentalement très vieux, de ne plus avoir d'enthousiasme. J'ai trop usé de la vie et je t'aime trop. Je dis ceci avec ferveur, avec foi, de rêve en rêve à-t-on s'user. J'ai changé d'univers, je suis passé dans le tien. Regarde-toi dans la glace, vois tes yeux que j'aime, tes seins que j'aime, ton sexe que j'aime, tes belles mains, écoute-toi parler, comprends bien ce que tu dis, ma seule amie. Pourquoi je ne comprends que ton langage? Pourquoi je te laisse libre? Quelle jouissance je retire de la tienne? Pourquoi je te veux audacieuse et forte et faite seulement à ta volonté qui est la mienne, qui s'est merveilleusement élevée comme la mienne,
de tout notre amour. On prend un petit poème. Plume d'eau claire, pluie fragile, fraîcheur voilée de caresses, de regards et de paroles, amour qui voile ce que j'aime. Le corps et les hommes profanes, incroyable conspiration, des angles doux comme des ailes. Mais la main qui me caresse, c'est mon rire qui l'ouvre. C'est ma gorge qui la retient, qui la supprime. Incroyable conspiration des découvertes et des surprises. Trésor d'amour, si je parle de ta bouche, c'est ta bouche qu'il faut montrer. Elle naît, grandit, fleurit et meurt, s'endort, sous le ciel de tes yeux, où tes astres se regardent, s'adorent. Si je parle de ta bouche, c'est ta bouche qu'il faut montrer. Elle naît, grandit, fleurit et meurt, s'endort, sous le ciel de tes yeux, où tes astres se regardent, s'adorent. Les arbres blancs, les arbres noirs ouvrent ton sourire, sont plus jeunes que la nature. Il faut pour retrouver ce hasard de naissance vieillir. Incroyable conspiration d'angles, doux comme des ailes, fraîcheur voilée de regard. Ce sont les mots étranges ou comme sortis d'une écriture automatique qu'on trouve à toute épreuve, qu'on trouve éparpillés, dispersés, avec lesquels on peut s'amuser peut-être à faire d'autres constructions. Munich, Berlin, Munich. C'est toujours le souvenir des moments les plus simples, les plus dénués de splendeur, qui prouvent l'impossibilité de détruire l'amour. C'est toujours le souvenir des moments les plus simples, les plus dénués de splendeur, qui prouvent l'impossibilité de détruire l'amour. Paul. Munich, dernier jour de mars 29, ma belle petite fille adorée, nous partons pour Holstadt où j'espère bien que tu écriras. Je pense à toi, sois très tranquille, seule ta pensée est capable de me troubler. Je rêve de toi. Tu es toujours là, terrible et douce reine du royaume de l'amour. Je t'imagine de toute façon. Mais comme tu as de la chance de pouvoir être excité avec d'autres si facilement, chacun son tour, à moi, c'est toi qu'il me faut, nu jusqu'à la ceinture, de bas en haut, de haut en bas. Les autres, vois-tu, les autres, et pourtant ce ne sont pas les tentations qui me manquent, mais elles ne peuvent pas entrer dans notre domaine. Elles ne sont pas assez libres. Elles veulent qu'on leur parle d'amour et elles ne savent, ne peuvent pas en parler. Je t'adore. Lettre non signée. L'impatient. Lettre, par exemple, je vous propose, un 11 janvier 1930. Ma petite Gala chérie, bien reçu tes cartes, dont quelques-unes sont très bien choisies en tout cas. Ne m'envoie pas de plaisanteries marseillaises. Il pleut, il fait froid, il y a la grève des taxis et je m'ennuie tout doucement de toi. Une grande mélancolie, un grand vide résigné. Keller est venu avec un type qui a choisi 30 000 francs d'objets, le Caroline payait 3 000, 10 000, le totem en ardoise payait 400, 10 000 et 3 petits objets, mais ils s'en vont jusqu'à jeudi, ne viendront les prendre et payer qu'à leur retour. Oui. Tous là, les uns et les autres, on se demande si, accompagnant leur travail littéraire, il n'y a pas toujours une douce occupation de collectionneurs, de revente. De temps en temps, ils revendent un petit Picasso, histoire de finir la fin de mois, histoire d'arriver jusqu'à la fin du mois. Peut-être aussi de temps en temps un petit Miro. Si ça se confirme, comme je le crois, j'irai vous rejoindre le vendredi et compte vous trouver à Marseille. Je donnerai à Keller un assez bel objet comme commission. D'ici là, je vais tâcher d'obtenir la voiture de ma mère pour partir demain matin dans l'Est, chercher tes cartes postales avec...
16 janvier 1930, hôtel du château Carry-le-Rouet, Bouches-du-Rhône, jeudi 1h. Ma gala étincelante. Me voici revenu. J'attends Keller à 2h30. J'espère que ça va marcher, que je pourrai te rejoindre. Je suis terriblement énervé. J'ai envie de toi. J'en deviens fou. Je meurs à l'idée de te retrouver, de te voir, de t'embrasser. Je veux que ta main, ta bouche, ton sexe ne quitte mon sexe. Nous nous branlerons dans la rue, dans les cinémas, la fenêtre ouverte. Ce matin, je me suis magnifiquement branlé en pensant à toi. Et mon imagination n'est pas lasse, je te vois partout, en tout, surtout. Je t'aime à en mourir. Ton sexe couvre mon visage, il mange le mien. Il me couvre de ta beauté. Il couvre tout de ta beauté, de ton génie. Tout est beau en toi, tes yeux, ta bouche, tes cheveux, tes seins, tes poils, tes fesses, ton sexe, tes jambes, ton sexe, tes mains qui ne lâchent plus ce qu'elles branlent, cet espace qui est entre tes cuisses, près de ton sexe, tes épaules. Je me saoule de penser à chaque partie de ton corps. Et tout ce que tu fais me grise, me terrifie, me torture, me ravit. Tout ce que tu fais est parfait. Si cette affaire se fait, je partirai demain soir pour être à Marseille, samedi matin. J'irai à l'hôtel Bristol et j'espère que tu m'y rejoindras aussitôt. Char est à Marseille, j'espère le voir. J'attends Keller. C'est réussi. 29 800. Très bien, je partirai demain soir. Amitié à Dali. Je t'adore, Paul. Oh, Dali est rentré dans la danse depuis un certain temps. Vous savez que Gala est parti vivre avec Dali. Le ton des lettres de Paul Éluard adressées à Gala ne change pas. C'est toujours la même dévotion énervée, comme il le dit. Oh, terriblement énervé. Alors, on lui fait un petit cadeau de quelques phrases. Une femme chaque nuit voyage en grand secret. Il y a un moment où, dans son travail poétique, justement s'opposant aux dadaïstes, ils disent que j'ai trouvé, moi, ce que je veux garder, et il trouve complicité avec Pollan sur cette histoire, c'est les proverbes. Être un inventeur, parfois par hasard, parfois par génie, de petits proverbes. Une femme chaque nuit voyage en grand secret. Vous savez ce que c'est? Tout est dit. Si on parle derrière, c'est du gâchis. Plus le poème est plus petit, plus... J'avais noté en phrase amoureuse ou proverbiale mes yeux, objets patients, étaient à jamais ouverts sur l'étendue des mers où je me noyais. Enfin, une écume blanche passa sur le point noir qui fuyait. Tout s'effaça. Mes yeux, objets patients, étaient à jamais ouverts sur l'étendue des mers où je me noyais. Enfin, une écume blanche passa sur le point noir qui fuyait. Tout s'effaça. À toute épreuve, village de la lassitude où les filles ont les bras nus comme des fontaines, la jeunesse grandit en elles et rit sur la pointe des pieds. Village de la lassitude où tous les êtres sont pareils. Petit proverbe, petit derrière moi, mes yeux se sont fermés. La lumière est brûlée, la nuit décapitée. Des oiseaux plus grands que les vents ne savent plus où se poser. Dans les tourments infirmes, dans les rides des rires, je ne cherche plus mon semblable. La vie s'est affaissée, mes images sont sourdes. La tristesse qui l'accompagne. Tous les refus du monde ont dit leurs derniers mots. Ils ne se rencontrent plus, ils s'ignorent. Je suis seul, tout seul, je n'ai jamais changé. Je suis seul, tout seul, je n'ai jamais changé. À toute épreuve, cette prison découronnée en plein ciel, cette fenêtre enflammée où la foudre montre ses seins, une nuit toute verte, nul ne sourit dans cette solitude. Ici, le feu dort tout debout à travers moi, mais ce sinistre
est inutile. Je sais sourire, tête absurde dont la mort ne veut pas dessécher les désirs, tête absolument libre qui gardera toujours et son sourire, et son sourire, et son regard, et son sourire. Parce que finalement le texte de « À toute épreuve » est un peu, un instant au moins, inséparable des lettres adressées à Gala. C'est l'époque du tourment, c'est cette époque-là où elle revient si douloureusement ou si passionnément. En même temps, s'ajoutent peut-être ces phrases étranges du rire. Dans les tourments infirmes, dans les rides des rires, je ne cherche plus mon semblable. Oui, mais il a quand même trouvé Miro, qui n'a pas établi un dessin hyper dramatique de ces poèmes. Cette prison découronnée en plein ciel, cette fenêtre enflammée où la foudre montre ses seins, une nuit toute verte. Nul ne sourit dans cette solitude. Ici, le feu dort tout debout, à travers moi. Hein, on la sent, cette image. Voilà, l'insomnie, le feu dort tout debout, à travers moi, mais ce sinistre est inutile. Je sais sourire. Tête absurde dont la mort ne veut pas dessécher les désirs, tête absolument libre qui gardera toujours et son regard et son sourire. Est-ce un autoportrait? Est-ce une image de Gala? Si je vis aujourd'hui, si je ne suis pas seul, si quelqu'un vient à la fenêtre, et si je suis cette fenêtre, si quelqu'un vient, ses yeux nouveaux ne me voient pas, ne savent pas ce que je pense, refusent d'être mes complices, et pour aimer, séparent. Si je vis aujourd'hui, si je ne suis pas seul, si quelqu'un vient à la fenêtre, et si je suis cette fenêtre, si quelqu'un vient, ses yeux nouveaux ne me voient pas, ne savent pas ce que je pense, refusent d'être mes complices, et pour aimer, séparent. Ah. No comment, pas toujours. Justement, on trouve dans la recherche de l'interprétation du poème, enfin l'interprétation, une autre musique, disons, en variant un peu, des petites images oubliées qui s'ouvrent dans le poème. Des images, oui. C'est évidemment un univers bourré de métaphores, bourré d'images. Et nous? On avance brusquement et... Ah non, je me suis perdu. J'ai pris des notes pourtant. Oui. C'est 1930, mars. Magala adorait. Enfin ton adresse. J'étais formidablement inquiet. J'ai pleuré d'inquiétude, de misère. Il est bien entendu que non seulement ils sont séparés, mais Paul Éluard a une relation amoureuse avec Nuche qui durera jusqu'après-guerre, une relation passionnée. J'ai pleuré d'inquiétude, de misère, mes cheveux en ont blanchi, mais cette lettre me rassure un peu. Comment se fait-il que tu attendais mes nouvelles, ne m'ayant pas donné ton adresse? Enfin, il faut surtout guérir cet exudate. Tu sais quel tour ça a pris pour moi. Fais très attention. J'avais envie d'aller te chercher à Barcelone. Sois sûr que je t'aime, que je veux tout ce que tu veux. Je pense à toi sans cesse, chaque minute. J'ai écrit des poèmes, dont 2 pour toi que je t'enverrai. Mes salutations amicales à Dali. Je t'adore. Sois tranquille toujours. Paul, je t'embrasse et te fais l'amour. N'hésite pas à me télégraphier ou à m'écrire un petit mot chaque jour. Je vais bien, mais je blanchis. Je t'aime comme toujours, désespérément, ardemment. Tu es tout pour moi, tout, tout. Je t'embrasse terriblement partout. Pour te distraire, je t'envoie la suite des conneries de Vasco.
Avignon, avril 1930, ma petite aimée, écris-moi à Paris où je rentre bientôt. Je vais te télégraphier pour savoir si tu es bien rentré. Je m'inquiète un peu. Je t'aime, comme tu le sais. ATPT, à toi pour toujours. Y a-t-il une autre hypothèse dans la salle? ATPT. Bon, on en parlera tout à l'heure. Amitié à Dali. Mais il n'y a pas de problème. Ma belle Gala, mon trésor merveilleux de chair et d'esprit, je mène une assez triste vie sans toi. Mes seules délices sont de regarder sans cesse tes photos nues, où tes seins sont si doux à manger, où ton ventre se respire, et je le lèche et le mange. Ton sexe est tout ouvert sur mon visage entier, puis mon sexe y pénètre tout entier, et je tiens tes fesses qui bougent merveilleusement, comme le printemps. Tu as les plus beaux yeux du monde. Je t'aime. Tu prends mon sexe avec la main, tu as les jambes écartées, ton corps se creuse doucement, tu me branles furieusement, j'écrase tes seins, tes cheveux, et soudain tu as la main pleine de sperme, tu es fort, tu es sûr, mon pouvoir sur toi, le pouvoir sur moi, tout, tu es toujours enfant troublé de Clavadel. Ah non, ça, ouais. Tu es toujours l'enfant troublé de Clavadel. Là, je ne peux pas, franchement, c'est... La pomme est partie à Berlin. Bon, ça c'est une autre. Je pense c'est bien qu'on avance un petit peu dans le livre. Avril 1930. Ma petite, ma très intimement chérie, avec moi toujours. J'espère que tu es bien là-bas, qu'il y fait chaud. Ici, il fait froid et triste. Je n'espère guère aller te voir, car l'argent, oui, l'argent manque. Et je lutte inutilement pour en trouver. Aussitôt que j'en aurai, je t'en enverrai, mais réellement, je vis on ne peut plus mal, par raccro, par crise. Mais si tu en manquais vraiment, télégraphie, je vendrai n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais si ce n'est pas indispensable, je préfère qu'on ne sache pas que j'en ai tant besoin. J'ai payé 7 000 de loyer. Phrase suivante qui nous remet dans peut-être une famille qu'on a oubliée, dont il ne parle pas tellement souvent dans le courrier non plus que de l'actualité, des violences de la guerre qui n'est pas encore là, etc. Tous est sombre. Alors je ne sais pas comment le tout est sombre devient tous est sombre. Desnos et les autres continuent et vont on ne peut plus fort contre Breton, contre moi et contre Char. Ça bagarre dans la famille surréaliste. Nous ne répondons pas, c'est impossible, trop bas. Mais ça finira par une assommade. Breton est à bout. Depuis le départ de Suzanne, il s'était mis avec une danseuse du Moulin Rouge qui l'a quitté hier. Tous les gens sont des cons et des salauds, tous. Ça fait du bien, hein? Avril 1930. Ma Gala, parce que je ne pourrais pas vivre si tu n'étais pas à moi, je pense sans cesse à toi, mais tu me manques tellement que si j'avais de l'argent, j'irais habiter à l'hôtel. Tu ne sais pas, tu peux à peine te douter de l'atmosphère de cet appartement que j'ai vraiment voulu pour toi et que tu as si peu habité, et l'hiver. Et les environs, le coin de rue que nous avons tourné ensemble, tout ce que j'ai rêvé, où t'emmener tes robes, ton plaisir, ton sommeil, tes rêves, tout ce que j'ai fait de maladroit, tout ce que je voulais réparer, tout est sinistre, tout est affreux. L'idée de mort se mêle de plus en plus pour moi à celle d'amour. Je te crois perdu. Pourquoi es-tu si loin? Il y a 17 ans que je t'aime et j'ai encore 17 ans. Je n'ai encore rien fait. Et je ne vois pas plus d'avenir qu'à 17 ans. L'idée de malheur est née aujourd'hui avec l'amour pour toi, sans salut. Je ne sais pas plus qu'autrefois calculer ce qu'il faut faire pour te garder, pour t'avoir, pour que tu m'aimes entièrement. Pourquoi es-tu si loin? J'ai été bouleversé effroyablement de n'avoir pas le télégramme que je t'ai demandé pendant 5 jours. Et quand j'ai reçu le télégramme d'hier soir, je suis resté stupide. Il ne m'apportait plus rien. Il me laissait toute ma misère, tout mon tourment imbécile. Si tu savais comme je veux te voir, comme je voudrais t'avoir avec moi, comme je t'ai eu l'année dernière à Cannes, je sais bien que je ne peux pas te garder, que l'abomination de la vie en commun, nous n'en avons que faire, mais il me semble que je ne t'ai plus depuis des années, et j'ai perdu le goût de la vie, des promenades, du soleil, des femmes. Je n'ai gardé que le goût amer et terrible de l'amour.
un des premiers poèmes de Paul Éluard, Le fou parle. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Elles passent là-bas, l'une à l'autre pressées. La jeune m'a giflé, la vieille m'a fessé. Je vous jure pourtant que je les aimais bien, mais constamment j'avais le besoin bénin d'exiger trop d'amour, ses larmes et son sein. Je vous jure, monsieur, qu'elles m'ont bien aimé. Ce n'est certes pas leur faute à toutes les deux, si sans cesse je voulais être plus heureux. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Pour moi, elles ne sont qu'un même être, et leurs charmes sont égaux. Ayant fait verser les mêmes larmes, ma mère a pleuré sur moi qui sanglotais. Pour l'autre, refusant d'être à moi tout à fait, je ne sais pas lequel de nous trois fut blessé. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Énigmatique. J'aimais, je me dis, il y a des choses qui nous mettent en colère. L'autre jour, le bruit des tondeuses, là, sur la pelouse municipale. Mais insistante, quoi. J'étais passé la veille, l'herbe était déjà très courte. Ce n'est pas le bruit qui m'énerve, ce n'est pas la tranquillité que je cherchais, c'est cet assassinat commis en silence contre les petits insectes qui sont là, et raboter, toujours raboter plus bas la pelouse, la coupe à ras. Pourquoi, après, les talus tondus, rasés comme ça? Enfin, j'étais ailleurs dans un autre pays, et ici, on laisse un peu, parfois, un peu mieux pousser les herbes. Très important de ne pas détruire tous ces... Et alors donc, je dis, tiens, je cherche un poème vengeur. Novembre 1936. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Ils sont riches, patients, ordonnés, noirs et bêtes, mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordure. Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle. Étonnant, non? Celui-là, à garder de côté pour aujourd'hui. Sa force de métaphore touche notre histoire climatique. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Ils sont riches, patients, ordonnés, noirs et bêtes, mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordure. Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle. On s'habitue à tout, sauf à ces oiseaux de plomb, sauf à leur haine de ce qui brille, sauf à leur céder la place. Parler du ciel, le ciel se vide, l'automne nous importe peu, nos maîtres ont tapé du pied, nous avons oublié l'automne et nous oublierons nos maîtres. Plus loin dans le poème, que la bouche remonte vers sa vérité, souffle, rare sourire, comme une chaîne brisée, que l'homme délivré de son passé absurde dresse devant son frère un visage semblable et donne à la raison des ailes vagabondes. Si on continuait la lecture des lettres, oui, attention, ça tourne. Justement, justement, peut-être qu'on s'écarte de cette période 29-30, puisque je vois 17 juillet 31, ma petite fille chérie. C'est toujours à Gala qu'il s'adresse. Nous sommes dans une soirée gala, un peu bal masqué. Ma petite fille chérie, reçut ta deuxième lettre ce matin. Il faut m'écrire souvent. Nous partirons sûrement d'ici demain pour l'île de Sein s'il ne fait pas mauvais temps, pour un autre endroit s'il continue à pleuvoir. Je suis content que Dali ait porté mes tableaux à encadrer. Remercie-le bien pour moi. Et dis-lui qu'il demande à l'encadreur de livrer les tableaux rue Becquerel à la concierge à laquelle il laissera l'argent pour payer, car ainsi, comme je serai à Paris avant vous, je pourrai les prendre. Je t'envoie le poème qui sera le dernier de mon livre, La vie immédiate. Dis-moi si ça te semble suffisant, et à Dali aussi, je vais très bien. Ils sont très attachés les uns aux autres, et l'amitié à Dali n'est pas feinte du tout. Et se compose aussi de dédicaces,
de moments particuliers. Petite orientation maintenant, continuer progressivement la lecture, comme ça, des lettres, ou peut-être faire un saut dans le temps, en sachant que Éluard, comme René Charles dont il était question, comme Arago, etc., est un homme très impliqué dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est obligé à un moment de fuir. Il y a d'abord un événement important, c'est le poème Liberté. Il est édité en 1942 de manière clandestine et fait le chemin incroyable qu'on lui connaît. Et c'est un opuscule qui s'appelle Poésie et vérité en 1942. Il y a à ce moment-là, pendant cette période-là, un brusque long silence. Avec Gala, on comprend d'ailleurs qu'il ne sait pas où elle se trouve. Où se trouve Gala? Et on retrouve la dernière lettre à Gala, c'est 40. Gala chérie, je vais habiter 35 rue de la Chapelle, c'est bon marcher près de chez ma mère, ce qui nous facilitera la vie, à elle comme à nous. Comme chaque jour, tout est plus difficile. Je publierai demain un petit livre, le livre ouvert au cahier d'art. J'essaierai de te l'envoyer. Pendant la guerre, pendant l'occupation, il est obligé de se cacher dans un asile psychiatrique. Et il y a ce moment où le poème, c'est bien quand même de le citer. C'est une autre langue, on pourrait dire, c'est bien de le retrouver. En tout cas, dans son début, on a l'impression de tous l'avoir chanté. Et c'est comme ça qu'il s'invite à nous. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffres d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur mes oreilles dressées, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom.
là peut-être vers Gala, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Il fallait en faire le jeu et l'expérience. Là aussi, ça croise superbement des mots adressés à Gala. Effectivement, la révolution par l'amour, et alors cette première altercation avec Breton à propos de l'usage de la poésie ou de la défense d'un mot. C'est aussi une façon nette de se séparer du surréalisme, peut-être d'aller vers plus la poésie engagée ou l'engagement politique qui est le sien à ce moment-là, puisqu'en 1942, il rejoint le Parti communiste. Il rejoint une nouvelle fois le Parti communiste et que c'est une décision personnelle. Galotchka Dorogaya, notre joie à Cécile et à moi est grande d'avoir ton adresse. Notre séparation de toi a pris les allures d'une catastrophe et nous voudrions savoir quand nous reverrons notre petite Gala. On est en mars 1945. C'est trop long, trop long. Je me fais l'effet d'un vieux bonhomme maintenant. Je ne peux plus lire sans lunettes. Tout a changé, sauf mon cœur, et tout le passé est très loin, sauf toi, car toi, tu seras toujours présente en moi, petite Gala. Je ne sais quoi te dire de ces 5 années. Nous avons eu des moments malheureux et des moments heureux, mais notre malheur n'était pas bien grand à côté de celui de tant d'autres. Et nous avons souffert pour les autres. Et je t'assure qu'il y avait de quoi. Et comme mon goût de la justice et de la gentillesse n'a pas changé, j'ai souffert. L'horreur a été presque toujours présente à nos yeux. Nous avons espéré, désespéré, ragé, lutté comme nous avons pu et vieilli. Je ne sais plus très bien rire, mais ce que les jours de l'insurrection ont été beaux. Nous habitons depuis août 40 dans la rue de la Chapelle, 18e arrondissement, tout près de chez ma mère, ce qui a été une bonne chose car nous avons pu réciproquement nous soigner. Cécile a un logement 34 rue du Bac, dans le 7e. Son mari, Luc Decaune, est toujours prisonnier. Il a été souvent pour avoir essayé de s'évader dans les camps disciplinaires. Il doit y être encore actuellement. Il a été très malheureux et je crains que son union avec Cécile soit bien menacée. Ta grande fille est belle comme tout. Elle est ta fille et je l'en aime d'autant plus. Elle a toujours son air bébé. Elle fait des comptes rendus de films et de petits articles dans les journaux. Elle a du talent et gagne depuis la libération de quoi vivre. Nous et moi, nous avons été obligés pendant 1 an de nous cacher. Nous avons eu la chance d'échapper à la Gestapo. Nous avons réussi à conserver votre appartement, mais comme il va être réquisitionné d'un jour à l'autre, la concierge a été prévenue. Nous préférons le sous-louer à des gens qui prendront l'engagement formel de le quitter si vous revenez. Car c'est là le danger. Comme il n'y a pas de logement, on ne peut pas faire partir les occupants. Nous mettrons toutes les choses fragiles ou précieuses dans le grand salon que nous fermerons, ainsi que le petit bureau qui est toujours propre. Ta concierge a été parfaite. Mais je viens d'apprendre que tu as des choses dans un garde-meuble ici. Je suis inquiet, peur qu'ils vendent pour se payer la location. Donne-moi vite l'adresse, je paierai le retard. Depuis la libération, je gagne pas mal de petits sous avec mes poèmes, plus que je n'ai jamais espéré en gagner. D'après nos accords de 1917, je te dois une fortune. Peut-être as-tu reçu un petit livre de ma part. Je t'en enverrai bientôt une réédition augmentée, complétée. Je publie bientôt le livre ouvert, 400 pages, publié en Suisse, un très beau livre sur Picasso, 140 reproductions. En tout cas, dis-toi que la vie est très difficile ici. Beaucoup de gens tombent malades. Je suis couché depuis 15 jours. Je vais mieux, mais je ne peux me lever car je n'ai pas de feu. En janvier, on a brûlé tous les cadres. Et même le marché noir ne procure pas facilement du chauffage. Il a fait exceptionnellement froid cet hiver. Pendant 3 semaines, la neige n'a pas fondu. Il faudrait que tu puisses venir pour une visite, mais que tu ne restes pas pour l'hiver. La vie est très dure et triste, mais elle serait moins triste si tu étais là. Embrasse très affectueusement Dali pour nous, comme nous t'embrassons. À toi, P.T., pour toujours, Paul. Petite Gala chérie,
Mon père t'a tout raconté. Le reste, il faudrait que l'on puisse te le dire. Tu nous manques et je t'aime très fort. Je t'embrasse ainsi que Dali. Écris-nous. On pourrait terminer là-dessus, puisque c'est la fin de la guerre. On ajoute ce poème qui a une légende multiple, en particulier une archive un peu étonnante de l'INA, où l'on voit le président Georges Pompidou répondre dans une conférence de presse par cette citation d'un poème de Paul Éluard, parce qu'on l'a questionné à propos de la justice, en lui demandant quel type de sanction, je ne sais plus, de grâce, il allait accorder à un assassin, à un violeur. Il a, à ce moment-là, un long silence, Pompidou, et il répond: comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut, la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres. Une fille galante comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête, souillée, et qui n'a pas compris qu'elle est souillée. Une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait les filles, on allait même jusqu'à les tondre. Comprenne qui voudra, poème de Paul Éluard. Voilà. Allez, Bas. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Jérôme. Merci. Merci beaucoup.